Dès le XIXe siècle, l'histoire de Clenay est marquée par le train et la liaison entre Dijon et Is-sur-Tille. Il faut remonter aux années 1880, on va dire, la mise en service de la voie ferrée Dijon-Is-sur-Tille, qui a fait complètement transformer le pays. Les spécificités font qu'il y a une rivière avec une certaine pente et que sur tout le long de cette pente, il y avait des moulins. Et un des moulins importants du coin était à Clenay. Profitant des atouts de la ligne de chemin de fer, le moulin de Clenay est le seul à s'équiper d'une machine à vapeur. Le moulin de Clenay est devenu la plus grande minoterie de la Côte d'Or. Broyant des quantités de choses, des eaux qui venaient des abattoirs de Dijon par exemple, on faisait de l'engrais à partir des os, enfin on faisait des quantités de choses à partir du transport ferroviaire. Et puis cette grosse minuterie qui employait une trentaine de personnes avec une cité ouvrière, déjà des structures assez modernes. À l'époque, on ne disait pas la minoterie, on disait l'usine. Ça montre quand même que les esprits avaient déjà changé. Hein. C'était plus le moulin, c'était l'usine. Les combats n'étaient pas très loin. Verdun, c'est pas si loin que ça. On entendait le canon. Hein. C'était l'arrière, en fait, de l'armée qui se trouvait entre Is-sur-Tille, Clenay et Dijon. C'est-à-dire cette voie ferrée qui allait à l'époque jusqu'au-delà de Bar-le-Duc servait à l'armée. La majorité des hommes ont été mobilisés. Un petit pays comme Clenay a eu 40 hommes mobilisés. C'est vrai, par rapport à une population de 250 habitants, c'est considérable. Bon, les hommes étaient partis au front, les femmes avaient la charge des familles et puis faire vivre les villages, quoi. Mon grand-père a participé, bien entendu, avec son frère qui est décédé en 1915, qui est sur le monument aux morts de Bretigny. Le monument a été érigé en 1919. Par une collecte, et donc il y a 8 combattants, des enfants de Clenay, qui sont tombés au front. En 2018, les habitants de Clenay se rassemblent pour commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Alfred Roth, mort pour la France. Alphonse Born, mort pour la France. Jean Brûlé, mort pour la France. Louis Chenevier, mort pour la France. Amédée Gondon, mort pour la France. Marcel Gallet, mort pour la France. Louis Desrues, mort pour la France. Jean-Benet Sobol, mort pour la France. La minoterie, qui avait beaucoup ralenti, a été prise en charge par l'armée pour en faire un centre de soins des militaires. On pense qu'il y a 3 000 à 4 000 soldats qui sont passés par le site au cours des 3 années de guerre. À la fin de la guerre, comme ça avait été un centre de soins, c'est-à-dire avec des malades, avec ça, il n'est plus question qu'on en fasse une production alimentaire. Donc elle n'a jamais repris ses activités. Elle a été soldée, vendue pas très cher pour d'autres activités, et elle a été rachetée par un monsieur qui s'appelait Circoulon, monsieur Circoulon, qui en a fait un atelier de décolletage. Donc ça n'a plus rien à voir avec la minoterie. Et cet atelier de décolletage s'est développé jusqu'en 1943, et ensuite a été transformé, racheté par un monsieur qui s'appelle Yvan Sobol, qui a été ancien militaire chercheur, et donc qui, à partir de cette petite activité économique, en a fait autre chose dans le domaine thermique. La deuxième grosse transformation de Clenay, liée à la guerre, c'est l'exploitation forestière.
Avant, on avait une forêt, ici, qui fait à peu près 276 hectares. Et pour les besoins de l'armée, cette forêt était, au cours de la guerre de 14, complètement rasée. Et donc, à la sortie de la guerre, c'est trouvé que les anciens propriétaires n'avaient pas les moyens de la reconstituer. Et donc, l'État a nationalisé ces surfaces et a replanté une forêt, probablement pas tout à fait les mêmes essences, et en a fait une forêt domaniale. Dans toutes ces années difficiles, après la guerre de 14, après la guerre de 39-45, la forêt c'était primordial pour les habitants, puisque la forêt c'était l'affouage, et l'affouage, eh ben, ça permettait de chauffer les maisons. Il n'y avait pas de chauffage central, il n'y avait rien, c'était le poêle qui chauffait ou la cuisinière. Voilà. Donc la forêt c'était très important, et en plus c'était une ressource pour la commune. À la fin de la dernière guerre, les troupes américaines sont venues couper une bonne partie de ce qu'il y avait de valable. Mais ça demeure une belle forêt, très riche en botanique. Je crois qu'il y a une vingtaine d'espèces d'orchidées, par exemple, au bord des chemins et tout ça. Et puis la forêt, ben, c'était aussi la chasse. La chasse, c'était des chasses qui étaient louées. Donc il y avait aussi un impact sur le budget de la commune, puisque ça ramenait aussi de l'argent. Vous avez le muguet, parce que toute la grande ville et les villages savent que Clenay a beaucoup de muguets. Alors c'est les voitures rangées n'importe comment, partout. En 1939, commence la Seconde Guerre mondiale. Au début de la guerre de 40, il y a eu la création d'un corps qu'on pourrait appeler presque un corps franc de défense, où les gens des pays ont été mobilisés et puis devaient faire des barrages sur toutes les routes qui venaient du nord. Et donc à Clenay, il y avait sur la route de Marsanais un peloton de braves habitants de Clenay avec leurs fusils de chasse, je pense, ou quelque chose comme ça, qui ont fait barrage. Et puis les Allemands sont venus un petit peu tâter un peu le terrain. Et puis comme il y avait ça un peu partout, tous les villages avaient créé des points de défense, là. Le commandant de ce système s'appelait le commandant Charivani, qui avait dit ça bien sérieusement. Et les Allemands jugeaient que ça ne valait pas le coup de s'embêter, ils sont contournés Dijon par l'ouest. 2 jours après, vers le 17 juin, tout le monde a été démobilisé, rentré chez eux tranquillement. Clenay a été occupé un petit moment par des troupes allemandes qui avaient fermé l'école pour s'en occuper. Mais après, au bout de 6 mois, ces troupes sont parties et l'école a repris son activité normale. Bon, c'est vrai que ça fait un petit choc. On était vraiment dans une zone calme, quoi. Hein, il y avait l'occupation, bien sûr. Mais c'était pas à proximité des combats comme la guerre de 14. Bon, le Châtillonnais, c'est une zone qui était relativement peu facile à contrôler, et donc il y a eu 2 grands groupes de résistants qui opéraient depuis dans ces zones du Châtillonnais, dont un qui était le groupe Tarzan, qui venait jusqu'à Saint-Julien-Clenay. Il y a eu, par exemple, à l'usine, un petit refuge pour des résistants, mais tout à la fin, avant, je dirais dans les mois qui ont précédé l'évacuation des Allemands, il y a eu à l'intérieur de l'entreprise un groupe de résistants, d'ailleurs avec une Citroën Renault, marquée FFI. À la fin de la guerre, c'est marqué FFI, qui a stationné là et qui opérait à proximité de Dijon. Et qui, au moment où les Allemands ont commencé à évacuer la région Bourgogne et la région dijonnaise, ont avancé, occupé certains points de l'environnement du nord dijonnais. Les troupes
du général Delatte de Tassigny ont libéré Dijon, sont mis au nord de Dijon et sont restés quelques jours sur la ligne de Norges, Bretigny, Clenay, etc. Et puis avaient leur centre de commandement à la commanderie de Bretigny. Et nous avons eu ici à Clenay un peloton de chars qui a stationné quelques mois, quand même, près de 2 mois, et puis qui, tout au début, quand les combats étaient encore un petit peu limites, où les Allemands pouvaient des fois faire un demi-tour, on ne sait jamais, se sont cachés dans le fameux sous-sol voûté de ce qu'on appelle la cité ici. Parce que cette cité, qui avait une dizaine de logements, avait une cave voûtée qui faisait toute la longueur, mais sans cloisonnement, sans rien. Donc les chars pouvaient rentrer, faire une ligne de chars de 6 ou 7 chars sur la longueur de cette cité. Après la libération commence une longue période de paix. La vie quotidienne des habitants de Clenay s'organise entre ruralité, attractivité de la grande ville toute proche et progrès technologique. Et les gens qui étaient à la campagne avaient forcément, sans être des agriculteurs, possédaient au moins un petit lopin de terre, une chenevière, comme on appelait ça, où toute la famille était contrainte à aller planter, piocher, ramasser, où on vivait. Les gens, ils vivaient sur eux-mêmes, ils élevaient leurs poules, ils élevaient le cochon. Et puis beaucoup de légumes. On a toujours eu des pâtis communaux, nous. Donc les gens étaient attachés aux pâtis pour produire leurs légumes. C'était un bien vital à l'époque pour se nourrir. Tous les ans, chaque famille élevait son cochon et puis ça permettait de passer l'hiver et puis même plus que l'hiver pour avoir à manger. Ah, mais c'est très intéressant les cressonnières. Mais enfin, c'est une vieille histoire. L'eau est primordiale. Les cressonnières est alimentée par la source de la Fontaine au Lion. Ça a été une production locale importante et où on voit les gens avec les planches en travers, en train de ramasser le cresson, faire les petits sachets, parce que c'était un gros travail manuel, la cressonnière. Ça faisait partie de toutes ces petites activités liées ou plus ou moins à l'agriculture qu'il y avait dans les campagnes, quoi. Ici, Clenay, on a été un des villages où il y avait le plus de houblon. Le houblon, c'était important. Il y avait le cassis, il y avait les framboises, et nous, jeunes, on allait pour se faire un peu d'argent chez les uns et chez les autres pour cueillir le houblon, pour cueillir les cassis et cueillir les framboises, et même les cerises. Il y avait même une vigne à Clenay. La vigne, ici, c'était important parce qu'il y avait des belles surfaces de vignes. C'est des vins de famille, quoi, c'est pas des vins... On disait qu'il fallait faire attention quand on faisait pipi parce qu'on risquait de perforer les chaussures. Mais beaucoup d'habitants ici avaient une petite vigne, parce que c'est pareil, le vin était rare, on n'allait pas au supermarché acheter une bouteille de vin, on faisait notre vin. Tout le monde avait tous les appareils, le pressoir, tout pour faire son vin. Alors après, moi j'ai moins connu, mais il y a eu l'alambic. L'alambic, je ne peux plus situer jusqu'en quelle année il est resté près de la place du monument à l'heure actuelle. Et après, il y avait la chasse. La chasse était primordiale puisqu'il y avait le gibier et ça permettait aussi de nourrir la famille. Ça encore, il y a les racines de l'élevage de chevaux. On voit encore, c'est les seuls animaux qu'on voit. On voit encore un élevage de moutons et dans l'histoire de Clenay, il y a des gens à Clenay qui ont vécu de cet élevage-là. Il y a eu les anciens vous diront qu'effectivement il y avait des vaches, on allait au lait comme dans le temps. Le pain, c'était 2 boulangers. On avait un boulanger à Saint-Julien et un boulanger à Bretigny. Alors eux, ils passaient chacun une journée avec leur camionnette. C'était rigolo parce qu'ils klaxonnaient et puis tout le monde sortait, bien entendu, et puis voilà. Alors l'épicerie, pareil. L'épicerie, à l'époque, il y avait les COP, les coopérateurs de Lorraine. Alors eux, ils passaient une fois par semaine. Et après, il y avait l'épicier du samedi qui passait, chrétien, il passait tous les samedis. Et puis le boucher, c'était déjà la boucherie Garot de Saint-Julien qui passait aussi une fois par semaine. Le four à pain, il a fonctionné au moins jusqu'en 1955 où
Il était allumé et certaines personnes venaient faire cuire leur pain. Pratiquement chaque ferme avait son four à pain. Le four à pain, c'était forcément une bonne idée de le restaurer, même si au départ ça paraissait inutile, parce que depuis, il y a la fête du pain tous les ans, et la fête du pain rassemble une bonne partie des villageois. C'est-à-dire qu'il y a un boulanger qui vient faire cuire le pain dans le four, on rallume le four communal, et c'est une sorte de petite fête qui se passe tous les ans, fin août.